Chaque jour, on inspire, on expire, près de 20 000 fois. Mais au-delà de l'oxygène, qu'est-ce qu'on absorbe vraiment? L'air qui nous entoure est rempli d'un polluant invisible, une véritable armée de particules microscopiques prêtes à s'infiltrer partout dans notre organisme. C'est toute la question qu'on va décrypter ensemble. Imaginez une sorte d'histoire d'invasion où l'ennemi est si minuscule qu'il est impossible à voir. Allez, on embarque pour un voyage au cœur de nos cellules pour comprendre comment cet ennemi invisible s'y prend. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Oubliez l'idée d'un simple gaz. Ce qu'on a là, c'est un cocktail complexe de solides et de liquides en suspension dans l'air. Et ce qui les rend si dangereuses, tout tient à un seul critère, leur taille. Les scientifiques les appellent les particulate matter, ou PM. Et s'il y a une règle à retenir, c'est celle-ci. Plus une particule est petite, plus elle s'infiltre profondément dans notre corps. C'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Ok, suivons leur trajet. Les plus grosses, les PM10, sont stoppées net par notre nez et les voies respiratoires. C'est déjà ça. Les PM2.5, elles, sont plus fines et elles descendent tout au fond de nos poumons, jusqu'aux alvéoles. Mais les plus redoutables, les PM0.1, eh bien, ces particules ultra fines, elles ont un véritable laissez-passer pour notre circulation sanguine. Pour se faire une idée de l'échelle, imaginez un cheveu. Il mesure environ 70 micromètres. Une particule PM10 est déjà 7 fois plus petite. Une PM2.5, c'est comme comparer un gratte-ciel à une simple fourmi. Elles sont absolument invisibles, mais leur présence, elle, est bien réelle. Mais d'où vient ce danger invisible? Il ne s'agit pas d'une seule substance, mais d'un véritable cocktail toxique. Et ces ingrédients changent tout le temps. En fait, les sources de ce cocktail sont partout. La combustion, bien sûr, les moteurs de nos voitures, le chauffage, mais il y a aussi l'usure toute simple de nos freins et de nos pneus qui libèrent des métaux et des polymères, et même des réactions chimiques qui se produisent directement dans l'air qu'on respire. Maintenant, suivons une de ces particules. Une fois qu'on l'a inhalée, comment le corps réagit? Il a une première ligne de défense, bien sûr, mais elle n'est pas infaillible. Quand les PM2.5 arrivent dans les alvéoles, ces petits sacs tout au fond des poumons, la bataille commence. D'un côté, une alvéole saine, tranquille. De l'autre, une alvéole en état de siège. Nos cellules immunitaires, les macrophages, se lancent à l'assaut. Mais le problème, c'est que l'ennemi est bien trop nombreux. Et c'est là que le piège se referme. En essayant de se défendre, notre corps déclenche une inflammation. Et si l'exposition continue, cette inflammation devient chronique. Elle ronge, lentement mais sûrement, nos tissus pulmonaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. N'oublions pas les plus petites particules, les ultra-fines, les PM0.1. Pour elles, les poumons ne sont qu'une étape. Leur destination finale est bien plus profonde. Une fois que cette barrière est franchie, le jeu change complètement. Les conséquences ne sont plus locales, elles deviennent systémiques. Elles touchent l'ensemble de notre organisme. Le processus est d'une efficacité redoutable. Ces nanoparticules sont si petites qu'elles se faufilent. Elles glissent littéralement à travers la fine membrane qui sépare l'air de nos poumons de notre sang. Et une fois dans la circulation, elles peuvent voyager absolument partout. Une fois dans le sang, ces particules agissent comme des agents perturbateurs. Elles créent ce qu'on appelle un stress oxydatif qui endommage nos cellules et elles irritent la paroi de nos artères. Ça favorise l'athérosclérose, l'une des causes principales des crises cardiaques et des AVC. Voyons maintenant les conséquences concrètes de cette invasion. Les dégâts ne sont plus limités aux poumons, non. Ils se répandent comme une onde de choc dans tout le corps. Le système cardiovasculaire est en première ligne. Le risque d'infarctus ou d'AVC augmente de façon très nette après une exposition à un pic de pollution. C'est un facteur de mortalité vraiment important. Évidemment, les poumons continuent de souffrir. Ça peut mener à des maladies chroniques comme l'asthme ou la BPCO et même au cancer du poumon. C'est la conséquence directe de cette inflammation chronique dont on parlait tout à l'heure. Et ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que des études récentes suggèrent que ces particules peuvent même atteindre le cerveau. Là, elles provoquent une inflammation qui pourrait être liée à des maladies neurodégénératives. L'impact touche même les plus vulnérables d'entre nous. L'exposition pendant la grossesse est liée à des risques pour le développement du fœtus, comme un petit poids à la naissance ou une naissance prématurée. Le truc, c'est que ces particules ne sont pas seulement dangereuses en elles-mêmes. Elles agissent comme des vecteurs, de véritables chevaux de Troie microscopiques. Elles transportent à leur surface d'autres toxines, des métaux lourds, des pesticides, et les livrent directement au cœur de nos organes. Et en fait, ce mécanisme, il n'est pas unique. Ça fait écho à d'autres problèmes environnementaux, comme celui des microplastiques. C'est le même processus, une pollution invisible qui déclenche une inflammation chronique à l'intérieur même de notre corps. Finalement, la frontière entre notre environnement et notre corps devient de plus en plus floue.
Protéger l'air qu'on respire, ce n'est plus seulement une question d'écologie, c'est un acte de préservation de soi. Alors que peut-on faire, à notre échelle et collectivement, pour préserver cet air qui est la source même de notre vie? La question reste ouverte.